aujourd'hui, on va parler du décret tertiaire et plus particulièrement de la plateforme Opérate. Alors, juste pour une petite introduction, hein, EMT Solutions, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de conseil et d'ingénierie en optimisation énergétique des bâtiments. On travaille dans le domaine tertiaire, industriel et grande distribution. Un petit rappel très très rapide, parce que ce sont des éléments qu'on a déjà fait parvenir par le biais de l'or pour tous les adhérents par l'entreprise. Donc, le décret tertiaire, c'est issu de la loi Elan, loi de 2018, qui a donné lieu à la publication d'un décret en 2019 qui annonce des objectifs de réduction de consommation d'énergie avec un échéancier 2030, 2040, 2050 pour atteindre, d'ici à 2050, moins 60% de consommation énergétique dans les bâtiments tertiaires. Quels sont les bâtiments concernés? Alors, on a essayé d'en mettre une liste non exhaustive, mais là, en fait, un bâtiment tertiaire, on pourrait se dire que c'est simplement un bâtiment où il y a des bureaux, mais en fait, il y a beaucoup de typologies de bâtiments qui sont concernés. C'est tout d'abord un critère lié à la surface des bâtiments tertiaires, qui doit faire plus que 1000 mètres carrés. Alors, je ne vais pas tout vous lister, mais voilà, il y a des bureaux, il y a de l'hôtellerie, il peut y avoir aussi des lieux de logistique où on stocke des produits finis dans des usines. Ça, c'est aussi des surfaces qui sont considérées comme étant des surfaces tertiaires. Il y a des exceptions, notamment des constructions provisoires, les lieux de culte et tout ce qui est lié aux activités de défense, sécurité civile et sûreté intérieure. Les bâtiments neufs sont également soumis, même si ce sont des bâtiments qui respectent une norme, une réglementation thermique ou réglementation environnementale comme la RE 2020, ils sont soumis à déclaration s'ils dépassent 1000 mètres carrés et qu'ils hébergent des activités tertiaires. Une subtilité aussi intéressante à avoir en tête, c'est la notion d'unité foncière, c'est-à-dire que si sur une même unité foncière, on retrouve plusieurs bâtiments dont la somme est supérieure à 1000 mètres carrés, voilà, si les bâtiments indépendamment font moins de 1000 mètres carrés, mais que la somme de tous les bâtiments sur la même unité foncière dépasse 1000 mètres carrés, l'ensemble des bâtiments est soumis au décret tertiaire et donc soumis à déclaration. Quelles sont les sanctions aujourd'hui prévues par l'ADEME, hein, parce que c'est un programme qui est porté par l'ADEME. C'est une mise en demeure, pardon, et 6 mois pour se mettre en conformité sur l'aspect déclaratif de la plateforme. Il y a une notion de name and shame, c'est-à-dire que les gens qui ne se soumettront pas à cette obligation-là seront blacklistés, entre guillemets. En tout cas, on leur dira sur un site publié qu'ils ne respectent pas ces obligations. Alors parfois, quand on a des engagements RSE, ça peut être problématique. Et puis, il peut y avoir des sanctions financières de 1 500 € pour les personnes physiques et jusqu'à 7 500 pour les personnes morales. Aujourd'hui, on en est plutôt à l'aspect mise en demeure, en tout cas courrier, pour déclarer les bâtiments qui sont concernés. Les échéances. Alors, on a une échéance au 30 septembre 2024 de déclarer les consommations de l'année N-1, mais la première échéance a été le 30 septembre 2022, où il était nécessaire normalement de déclarer donc, les bâtiments soumis au décret. Dans cette déclaration-là, on va y retrouver la déclaration de l'année de référence. L'année de référence, c'est celle qui va nous servir à appliquer ensuite les moins 40, moins 50, moins 60% dans la chronologie que je vous ai présentée juste avant. Et ensuite, à partir de 2020, déclarer toutes les années jusqu'à l'année N-1. Donc, le 30 septembre 2024, on aura déclaré pour chaque bâtiment concerné une année de référence, puis les années 2020, 21, 22 et 23 sur la plateforme. Alors là, on passe à l'aspect de cette plateforme Opérate qui peut paraître un peu complexe ou pas forcément hyper ergonomique. Donc là, ce qu'on va vous présenter, ce sont toutes les phases qui doivent être réalisées pour pouvoir déclarer des consommations énergétiques des bâtiments qui sont soumis. Donc on va démarrer par comment s'inscrire, hein. Donc bien repérer l'adresse opérate.adem.fr sur laquelle
on va pouvoir en premier lieu s'inscrire. Donc là, c'est une démonstration. Donc on s'inscrit soit en tant que membre d'une structure assujettie, soit en tant que membre mandaté, comme nous, on peut l'être, par exemple, mandaté par certains de nos clients pour déclarer ces consommations-là. Donc on sélectionne la nature de la structure assujettie, hein, qu'on soit une entreprise, une collectivité, il y a énormément de possibilités pour remplir tout ça. Par le SIRET, le système euh, est connecté au registre du commerce, donc retrouve l'entité qui est concernée. Donc là, assez rapidement, pour EMT Solutions, qui est la structure que je représente, je suis représentant légal et je coche donc que ces informations sont exactes et que j'ai lu et que j'accepte la politique de protection des données personnelles de l'ADEME. L'inscription étant faite, on peut maintenant se connecter à la plateforme avec l'identifiant et mot de passe qu'on a saisi auparavant. Et on va recommencer à rentrer dans la plateforme où on va retrouver plusieurs informations dans les différents onglets. Donc là, dans la structure, on peut bien vérifier que la structure qui est concernée par la future déclaration, c'est celle que j'ai déclarée juste avant. On peut lui ajouter éventuellement un établissement, hein. Quand on a une structure avec plusieurs établissements, ben, on peut les ajouter. Voilà, moi, j'ai simulé comme si j'avais un établissement, mais ce n'est pas le cas, donc ils l'ont pas reconnu. Mais voilà, s'il y a deux, trois ou plusieurs établissements, on peut bien mettre à jour cela dans la structure. La notion d'EFA, je vais mettre une petite pause là-dessus. La notion d'EFA, une EFA, c'est une entité fonctionnelle assujettie. Pour faire simple, en fait, c'est une personne morale occupante d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment. Dans un bâtiment où il y a plusieurs locataires, il y aura plusieurs EFA, donc plusieurs déclarations à réaliser. Quand on est dans une situation bailleur-preneur à bail, le preneur à bail est tenu de réaliser des déclarations sur la plateforme. Toutefois, voilà, le bailleur peut s'y substituer à l'aide d'un mandat. Mais logiquement, par exemple, si on est dans un bâtiment tertiaire où il y a 8 occupants différents, il doit y avoir 8 déclarations qui vont être assemblées pour reconstituer les données énergétiques du bâtiment et pouvoir ensuite analyser s'il atteint les objectifs ou pas du décret tertiaire. Donc, quand on déclare une EFA, il y a plusieurs possibilités. Soit on est propriétaire occupant, propriétaire non occupant, preneur à bail, ou syndicat ou association de copropriété. Voilà. Dans les cas possibles, pardon, on a K1, K2, K3. Alors ça, c'est des choses un petit peu subtiles. Dans le K1, il peut y avoir une seule EFA qui est propriétaire et monopropriétaire ou mono-occupant. Le cas 1B, il peut y avoir plusieurs entités fonctionnelles dans un même bâtiment, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans le cas 2, on peut avoir une partie de bâtiment à usage mixte hébergeant des activités tertiaires. Je prends l'exemple d'un de nos clients qui est un industriel. Dans son industrie, il a des parties de process, il a des parties de logistique, il a des parties de bureau. Donc, un même bâtiment a des activités mixtes de fabrication et logistique et bureau qui sont soumis partiellement au décret tertiaire. Donc, il va se retrouver dans le cas 2. Et le cas 3, c'est quand on est dans un ensemble de bâtiments, dans cette notion dont je parlais, enfin, que j'ai évoqué tout à l'heure, d'unité immobilière. Si on est dans un ensemble de bâtiments, on va cocher le cas numéro 3. Donc là, j'ai donné un exemple simple, hein, c'est propriétaire occupant et occupant unique. Ensuite, on va retrouver les EFA possibles qu'on a déclarés auparavant. Bon, là, il n'y en a qu'une seule, un seul établissement. On déclare également ensuite, on peut nommer le bâtiment, parce que quand on est dans le cas d'avoir plusieurs bâtiments dans une même unité immobilière, il faut bien qu'on s'y retrouve. Alors là, j'ai mis de manière assez aléatoire bâtiment numéro 1, mais ça pourrait être bâtiment administratif, ça pourrait être bâtiment logistique. Voilà, on peut le nommer en fonction de notre activité. Les propriétaires, il peut y avoir plusieurs propriétaires parce que au fil des ans, il peut y avoir des transactions immobilières. Donc, un propriétaire a déclaré ses consommations précédentes jusqu'en 2023. Il y a un changement de propriétaire en 2023. Donc, il faudra suivre l'historique des propriétaires par le biais de cette déclaration de propriétaire.
Le cadre de reporting, en général, ce qui est intéressant et plus facile à faire, c'est de faire un reporting du 1er janvier au 31 décembre, parce que ça permet de faire une année entière et de pouvoir déclarer de manière un peu plus simple les consommations énergétiques. Ça va un peu vite, je reste là-dessus. Concernant les EFA liés, il peut y avoir dans un même bâtiment une succession, par exemple, de locataires. Un premier locataire qui reste 3 ans, qui a fait ses déclarations de manière conforme, et un nouveau locataire qui est une nouvelle EFA, l'entité fonctionnelle assujettie, qui a un autre SIRET. Il va devoir se déclarer et se déclarer en tant qu'EFA lié à la précédente. On demande de déclarer un identifiant unique bâtimentaire. Donc là, il y a un lien qui est directement fait vers Géoportail pour retrouver la parcelle cadastrale qui est concernée par cette déclaration. Enfin, le bâtiment se trouve. Alors là, moi, j'ai donné l'exemple du bâtiment dans lequel nous, on est logé. On retrouve le bâtiment et quand on fait clic droit, adresse et coordonnées du lieu, on va retrouver le code de la parcelle cadastrale qu'il faudra renseigner dans la plateforme Opérate en tant que identifiant unique bâtimentaire. Donc le préfixe, la section, le numéro de la parcelle, la dénomination éventuelle du bâtiment qui peut permettre aussi de s'y retrouver un peu dans ces déclarations, et la notion de numéro de lot. Voilà, il faut considérer que cette possibilité dans le cadre d'un regroupement de bâtiments sur la même parcelle, il va falloir identifier différents lots de bâtiments pour pouvoir s'y retrouver également. Donc dans un même identifiant unique bâtimentaire, on peut retrouver plusieurs bâtiments. Alors simplement là, voilà, il n'aime pas les apostrophes en général, il n'aime pas les caractères spéciaux. Donc j'ai déclaré mon bâtiment, je poursuis et je retrouve la synthèse de mon EFA. Donc l'EFA, c'est bien l'EMT Solutions. On va avoir un cadre de reporting du 1er janvier au 31 décembre, le numéro de SIRET et le propriétaire déclaré. Donc on retrouve la synthèse, enfin la fiche détaillée de l'entité fonctionnelle assujettie. On peut contrôler, modifier toutes les données qu'on a renseignées précédemment. Le début de propriété qui a été aléatoirement mis au 1er janvier 2010, mais voilà, on peut avoir un calendrier de propriété qui est différent. Les prestataires mandatés, si vous mandatez des prestataires enfin peu importe le prestataire, bah, vous allez les retrouver un peu plus haut. Les EFA liés, j'en ai parlé tout à l'heure, bah, si vous avez une EFA liée, vous allez les retrouver ici. L'identifiant unique bâtimentaire et compteur d'énergie. Alors ça, c'était une notion très importante, c'était une fonctionnalité qui n'était pas présente avant. On peut directement déclarer les compteurs d'énergie s'il alimente de manière unitaire l'EFA. Attention, parce que dans un bâtiment où on a plusieurs EFA, des fois on n'a qu'un seul compteur et on a plusieurs EFA. Donc là, ça devient complexe de compter les données. Mais si on a, dans le meilleur des cas, un point de livraison d'énergie, électricité ou gaz, qui alimente un bâtiment qui est lui-même seul soumis au décret tertiaire, ben on peut ajouter ces compteurs-là. Donc le PRM, ça concerne la fourniture d'électricité. Donc le PRM, c'est un point de relevé de mesure qui, c'est 14 chiffres, hein. Donc dans vos factures de fourniture d'électricité, vous allez retrouver ces 14 chiffres. Vous allez le rentrer ici. Là, je viens de rentrer de manière tout à fait hypothétique un compteur d'électricité, un compteur de gaz. Donc le compteur d'électricité a bien 14 chiffres. Le compteur de gaz, qu'on appelle aussi le PCE, point de comptage énergétique, peut comporter, lui, 14 chiffres ou commence par les deux lettres G et I et suivi de 6 chiffres. Donc vous allez pouvoir retrouver ça sur vos factures d'énergie. En renseignant ces compteurs-là, l'avantage, c'est que ces compteurs ensuite vont être récupérés directement par la plateforme
et les données énergétiques vont pouvoir se renseigner de manière automatique. Il y a une autorisation express à renseigner pour dire à la plateforme Opérate que vous autorisez cette plateforme à aller récupérer les données chez vos fournisseurs d'énergie et signer cette autorisation-là, sinon ils n'ont pas le droit de le faire. Donc on vient de finir une déclaration de FA, on passe maintenant à la déclaration des consommations, où là on va retrouver ces déclarations qu'on devra faire, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là on n'a pas 2023, mais on l'a dorénavant sur la plateforme. Donc on a bien, si rien n'a été fait jusqu'à maintenant, 5 déclarations de consommation à faire d'ici au 30 septembre. Donc là je choisis une manière assez aléatoire de déclarer 2022 par exemple. Donc, on me propose de déclarer le bâtiment 1 chez EMT Solutions parce que j'ai renseigné les choses précédemment. Et là, on va ajouter une activité. Donc, par exemple, une activité de bureau, il y a différentes propositions qui sont faites. Une sous-activité, bureau standard, et une surface de plancher correspondante. Quand on a dans des bureaux des open space, des bureaux standards, il faut le détailler. Voilà, parce que les critères et les objectifs du décret tertiaire vont être un peu différents. Je déclare si j'ai de la climatisation ou pas, et j'enregistre. Attention à bien resélectionner l'activité principale qui est concernée par votre EFA. Un exemple, une entité fonctionnelle assujettie qui fait de la logistique et qui a des bureaux tertiaires pour gérer cette logistique-là, son activité principale, ce sera la logistique et pas les bureaux. Voilà, ça c'est à titre de... c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler de ce qu'il faut déclarer en activité principale. Là, on arrive à la déclaration des consommations énergétiques sur la période qu'on a renseignée, donc électricité, gaz naturel. On a aussi toute une possibilité de combustible, que ce soit du bois, pelé, gaz propane, etc. Et on voit tout à droite du tableau, s'il y a eu des consommations récupérées auprès des GRD, les GRD, c'est les gestionnaires de réseaux de distribution, c'est-à-dire que si les données de compteurs ont été récupérées, on va les retrouver et le renseignement sera fait de manière automatique. Là, dans l'exemple, j'ai simulé le fait qu'on n'ait pas de données automatiques et qu'on ait à reprendre toutes les factures de l'année précédente et qu'on ait à renseigner, pardon, toutes ces données. Voilà. Donc, je renseigne mes données, qui sont mes données sur les 12 mois de 2022. Donc là, j'ai simulé que j'avais de l'électricité et du gaz naturel en réseau, ce qui me donne un total et une consommation surfacique de 325 kWh par mètre carré. S'il y a des bornes de recharge pour véhicules électriques, on doit les déclarer séparément. En dessous, là, je suis en train de le faire, donc 3 bornes qui représentent 15 000 kWh. On doit sélectionner la station météo qui est la plus proche de son bâtiment. Alors on va voir, là je fais un peu, il y a toute une série de possibilités de stations météo. Pour le 54, il n'y en a qu'une, mais pour certains départements, des fois il y en a plusieurs. Donc il faut bien voir où se trouve notre bâtiment et où est la station météo la plus proche pour sélectionner les données climatiques qui vont être un facteur d'ajustement des objectifs du décret tertiaire. On a ici ensuite des indicateurs d'intensité d'usage. Là, dans le cadre des bureaux standards, il y a des valeurs étalons qui sont données par l'ADEME avec des amplitudes horaires qui correspondent à des activités tertiaires normales occupées de manière annuelle. Une surface de plancher par poste de travail aussi, qui est une moyenne de 18 mètres carrés par poste, et un taux d'occupation à 70%. On peut changer ces indicateurs d'intensité d'usage avec des valeurs réelles, mais attention, parce que quand on va changer ces valeurs-là, ça aura un impact direct sur le calcul de vos consommations énergétiques. Je donne un exemple. Si vous changez la surface de plancher en mètres carrés par poste et que vous l'augmentez, par exemple, de 30 mètres carrés par poste, ben, l'ADEME va comprendre que vous n'occupez pas votre bâtiment de manière optimale et que vos consommations énergétiques doivent être pondérées par le fait que vous avez une surface de plancher qui est enfin, sous-utilisée. Donc ça pourrait péjorer et rendre un peu plus difficile l'atteinte de l'objectif
du décret tertiaire. On retrouve la synthèse de ce qu'on vient de faire. On vient de déclarer 2022 sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Pour l'EFA EMT Solutions, le bâtiment 1, on a déclaré 1000 m² de bureaux standards qui sont chauffés et refroidis pour 100 000 kWh d'électricité et 250 000 kWh de gaz sur l'année. Zone climatique Nancy essai et pas de modification des indicateurs d'intensité d'usage. Quand on clique sur consommation, on va rechercher la consommation qu'on vient de déclarer, ben on est obligé de recliquer sur appliquer les filtres et on va bien retrouver cette année 2022 qui a été validée. On a un onglet objectif qui aujourd'hui n'est pas disponible sur la version normale d'Opérat. Là, on est sur une version d'essai, mais bientôt, elle sera certainement fonctionnelle, où là, on pourra voir en fonction de ce qu'on a déclaré. Aujourd'hui, on a 325 kWh par mètre carré par an sur la simulation pour 2022 et on pourra comparer l'objectif en valeur absolue qui est déterminé par le décret tertiaire. Ça nous permettra de voir si on en avance ou en retard par rapport à l'objectif. Concernant le paramétrage, on peut gérer ses utilisateurs. Dans les utilisateurs, on a toujours au moins un représentant légal et on peut y ajouter ce qu'on appelle un correspondant qui peut être une structure mandatée qui va pouvoir faire des déclarations à votre place éventuellement si vous le souhaitez. Donc là, je montre l'exemple d'une déclaration d'un prestataire mandaté éventuel. Donc on renseigne son numéro de SIRET. Bon là, c'est la même chose que le responsable légal parce que j'ai déclaré EMT Solutions responsable légal et EMT Solutions en prestataire mandaté, mais bien logiquement, ça doit être deux sociétés, deux entités différentes. Donc là, on va retrouver voilà, les deux profils qu'on peut gérer dans le paramétrage des utilisateurs. Dernière chose importante, c'est la foire aux questions. Il y a énormément d'assujettissements possibles. Alors là, je vous ai fait vraiment une présentation assez simple de ce qu'on pourrait déclarer d'un bâtiment pardon, très peu complexe dans les usages et dans la définition même du bâtiment. Donc c'est mono-bâtiment, mono-occupant. Mais on peut avoir des cadres d'assujettissement qui sont divers et variés et qui sont très bien décrits dans la foire aux questions. Donc si on a un doute sur est-ce que je suis sujet à cet assujettissement décret tertiaire, on va retrouver toutes les possibilités, toutes les réponses dans cette foire aux questions. C'est pour ça que elle est très très bien faite et très fournie. Donc ça, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Parce que finalement, quand on a un doute, on peut aller revoir un peu à l'intérieur et de savoir quelle est la responsabilité des assujettis. Ainsi, est-ce que mon locataire est assujetti ou pas? Bah oui, voilà, il y a un texte qui le définit. La détermination des objectifs, comment on renseigne les données de consommation. Voilà, il y a énormément de ressources dans cette foire aux questions. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur un lien qui nous intéresse, ça va nous renvoyer vers un chapitre qui est plutôt très explicite et qui permet de comprendre ce qu'on peut faire et ne pas faire pour déclarer les choses correctement. Voilà. Je viens de faire le tour de la présentation de la plateforme. On en finit avec le webinaire.